Bonjour à tous et bienvenue dans notre second webinaire qui sera consacré à la réponse d'un appel d'offres sur un projet en BIM. Là, c'est le second webinaire qu'on fait et qui sera sur la thématique du BIM. On en aura encore quelques-uns cette année sur cette thématique et puis après on passera à d'autres thématiques. Pour aujourd'hui, on va accueillir Riyad Mami, qui est notre responsable technique et pédagogique chez ATTH. Il est en charge de l'ingénierie de formation, mais également des projets en BIM management. Il est de formation architecte et ingénieur. Je lui laisse prendre la parole pour l'animation. À la fin, on aura 15 minutes de questions-réponses, donc n'hésitez surtout pas à utiliser le chat durant la présentation. On les lira à la fin, vos questions, et puis Riyad y répondra. Le webinaire, il est enregistré et vous pourrez y avoir accès demain à peu près, via un lien, on vous remettra un lien d'accès pour le replay. Riyad, je te laisse la parole. Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Merci Sabrina. Donc là, j'ai mis ma caméra, donc c'est beaucoup plus vivant, beaucoup plus joyeux. Donc merci à toutes et à tous d'être présents pour notre second webinaire. On va passer une quarantaine de minutes de présentation sur tout ce qu'il faut faire pour mieux structurer ces réponses en qualité de maître d'œuvre à un appel d'offres en BIM ou un appel d'offres qui englobe la dimension BIM. Je vais juste me mettre en partage d'écran, donc je suis déjà. Notre webinaire sera axé sur 5 grandes étapes. On démarrera avec une petite introduction rapide pour contextualiser, on va dire, les enjeux des réponses à un appel d'offres en BIM. On verra comment on peut évaluer les exigences BIM du maître d'ouvrage et comment on peut analyser les documents marchés associés. Donc, les documents sur le volet BIM associés. En qualité de maître d'œuvre, comment on vérifie ses compétences BIM en interne, donc pour être prêt à formuler ses réponses à un projet en BIM. Du coup, pour préparer sa réponse, comment on peut élaborer sa notice et son PAQ BIM. Et on terminera notre webinaire avec quelques recommandations. Le BIM étant déployé il y a une quinzaine d'années, en tout cas en France, ce qu'on constate, c'est que la démarche, elle s'installe de plus en plus, que ce soit dans les marchés publics et les marchés privés. Alors, on n'a pas le chiffre exact, mais de mémoire, à confirmer bien sûr, mais il y a un appel d'offres sur 3 qui sort en BIM en ce moment. Donc, les maîtrises d'ouvrage sont rentrées dans une logique de numérisation et digitalisation de leur patrimoine. Et la démarche BIM était un très bon moyen pour pouvoir déployer tout cela. En qualité de maître d'œuvre, il ne faut pas rater le coach, il faut, on va dire, mieux anticiper pour savoir appréhender ses réponses, incluant des prestations BIM. Donc, sachant que s'il y a un appel d'offres sur 3 qui sort en BIM, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on répond aux 2 tiers et on laisse les autres ou est-ce qu'on essaie de rattraper le train sereinement pour pouvoir structurer ses réponses à des projets qui incluent ces types de prestations? L'idée, c'est de voir comment on peut réorganiser, pas organiser, parce que en qualité de maître d'œuvre, les organisations de réponse aux projets d'appel d'offres ont été déjà mises en place chez la plupart des maîtres d'œuvre. Là, l'idée, c'est juste de voir comment on peut les réorganiser pour pouvoir fiabiliser les réponses. Donc aujourd'hui, un projet architectural, un projet de construction bâtimentaire ou d'un ouvrage, la démarche BIM est juste un supplément, donc un levier supplémentaire pour la gestion de projet. Et donc l'idée étant de maximiser ses chances pour remporter le marché, ou les marchés d'ailleurs là-dessus. Donc dans un premier temps, on fera un petit focus sur comment peut-on évaluer les exigences BIM du maître d'ouvrage. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'appels d'offres qui sortent en BIM, mais est-ce que les exigences sont là ou pas? Est-ce que le maître d'ouvrage
bah, concrètement, est-ce qu'il sait de quoi faire du BIM dans ses opérations? Quels sont les livrables attendus? Quels sont, on va dire, les usages décrits? On parle de plus en plus d'exploitation maintenance. On verra que, bah, en fait, le BIM ne sert pas à optimiser la maintenance. Il sert à maîtriser potentiellement les coûts de la maintenance. Et concrètement, comment? Parce que souvent, le maître d'ouvrage va vous dire, bah, moi, je veux faire du BIM parce que derrière, j'ai mes opérations de maintenance et derrière, je vais gagner de l'argent parce que la démarche du projet est en BIM. C'est pas aussi simple que ça. Certaines maîtrises d'ouvrage pensent que le BIM se résume à de la 3D. D'autres maîtrises d'ouvrage pensent que le BIM se résume à des visites virtuelles ou à des plaquettes commerciales pour visualiser, on va dire, leur opération. Donc, toute cette divergence-là, même si à l'heure où on parle, chaque acteur monte en maturité et monte en compétence, hein, parce que le BIM s'installe depuis une quinzaine d'années sereinement en France, et certaines maîtrises d'ouvrage ont compris l'intérêt, d'autres encore moins. Et donc l'idée, c'est lorsqu'on est confronté à une réponse à un appel d'offres, on ne sait pas réellement en amont de la réponse que veut le maître d'ouvrage de cette opération. Et on pourra analyser les documents marchés sur le volet BIM qu'un maître d'ouvrage mettra en place. Sur un schéma directeur en amont, un schéma directeur étant un document stratégique qu'un maître d'ouvrage mettra en place en amont pour dire bah, concrètement qu'est-ce que je veux faire du BIM dans mes opérations et pour quel type d'opération. Donc on aura ce qu'on appelle les objectifs BIM, pourquoi faire du BIM, les usages BIM qui est le comment. Les usages BIM vont être décrits en usage métier à destination des MOE, donc des maîtres d'œuvre, et l'usage métier permet de mieux identifier les livrables BIM associés, donc sur la partie contractuelle. Donc, en amont d'une opération, avant d'écrire les documents marchés qu'on analysera ensemble, un maître d'ouvrage doit savoir bah, pourquoi faire du BIM, pour juste optimiser les temps de conception, optimiser les délais de réalisation, essayer de maîtriser les coûts de maintenance, commercialiser un programme, hein, si je prends le cas d'un promoteur immobilier par exemple. Donc, tous ces objectifs-là, il faudra les lister en qualité de maître d'ouvrage et mettre en face des priorités. L'usage, comme je le disais, c'est le comment. Donc ça se traduit sur un tableau. Alors le tableau, il est synthétique, hein, les objectifs BIM et les usages peuvent être beaucoup plus importants que cela. On a cité les plus importants, on va dire. Le maître d'ouvrage veut forcément optimiser la conception et respecter les budgets en amont. Bah, en fait, le fait d'avoir une maquette numérique dans la démarche BIM permet de visualiser assez rapidement, permet de définir et de vérifier le programme et permet d'extraire des quantités significatives. Donc ça sous-entend que dans le document marché, on doit retrouver une autre colonne supplémentaire qui va lister ce qu'on appelle les livrables BIM associés. Donc les livrables BIM associés suivant l'usage qui a été décrit. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, dans une démarche BIM, lorsqu'on a en sa possession une maquette numérique, et pour rappel, cette maquette numérique, elle est à la fois une représentation géométrique et à la fois des données alphanumériques qui sont embarquées dans les objets de la maquette numérique. Donc c'est beaucoup plus facile de vérifier le programme, de vérifier des quantités et valeurs significatives en s'appuyant sur la maquette numérique. De plus en plus, on parle du contexte du projet. Sur une opération BIM, un maître d'ouvrage peut réclamer la modélisation de l'existant. Alors qu'il s'agisse d'un projet neuf ou d'un projet en réhabilitation, souvent on demande de plus en plus que bah, la maquette numérique du projet doit être intégrée dans un tissu urbain, dans l'environnement existant, ou en numérisant les bâtiments avoisinants, ou s'il s'agit d'une opération en réhabilitation,
qu'est-ce qui est existant, de qu'est-ce qui est nouveau, donc comment peut-on, on va dire, identifier le contexte du projet. L'objectif BIM le plus souvent qui sort dans les exigences des MOA, c'est donc MOA pour maîtrise d'ouvrage, c'est les processus de coordination. Donc aujourd'hui, on a bien compris que sur une opération BIM, il y a un groupement, il y a une équipe de maîtres d'œuvre qui travaillent pendant les phases d'études. Et à la fois un architecte qui peut être le titulaire ou le mandataire du projet. Ça peut être différent dans d'autres montages contractuels qu'on verra par la suite. Parce que idem, le BIM en France en tout cas, peut être déployé sur des projets en loi MOP, sur des projets en CR, donc conception-réalisation, ou bien de plus en plus maintenant sur des projets en MGP. Donc MGP pour marché global de performance. Avant, c'était CREM pour conception, réalisation, exploitation, maintenance. Donc, le positionnement de l'architecte peut être différent s'il s'agisse d'un projet en loi MOB, d'un projet en CR ou d'un projet en MGP. Mais en tout état de cause et dans les trois cas de figure, dans le processus de coordination, le fait de découper le projet en plusieurs maquettes, alors, soit par discipline, soit par lot, soit par zone géographique, soit par les trois, nous permet de faire ce qu'on appelle un assemblage de maquettes à des dates clés pour animer ce qu'on appelle des réunions de revue de projet derrière, pour prendre des décisions, les décisions fonctionnelles, techniques et budgétaires, euh, grâce, on va dire, pardon, aux maquettes numériques, pardon, métiers. Fiabiliser le transfert des données. De plus en plus, les maîtrises d'ouvrage sont sensibles à la manière d'échanger la donnée. Aujourd'hui, quand une opération se fait en BIM, si on continue à échanger ces données via des clés USB, via un serveur local uniquement, via des WeTransfer, via des liens qui ne sont pas sécurisés, en termes de fiabilité de transfert de données, on peut être à côté de la plaque. Et aujourd'hui, de plus en plus, ce que les maîtrises d'ouvrage veulent, c'est soit elles, de leur côté, mettent en place ce qu'on appelle des plateformes d'échange, soit le maître d'œuvre, au maître d'œuvre, pardon, d'apporter une solution adéquate. Donc, on fera un petit focus sur les plateformes d'échange par la suite. De plus en plus, l'objectif BIM qui sort, c'est la communication. Donc, le maître d'ouvrage veut de plus en plus avoir accès à ce qu'on appelle les maquettes work in progress. Il veut être associé à la démarche BIM le plus en amont possible. Donc, participer aux réunions, accéder à la donnée assez facilement, work in progress. Donc, c'est une donnée qui n'est pas contractuelle, mais il n'attend pas la fin de chaque phase, ou la fin de la phase étude, ou la fin du chantier, pour voir à quoi ressemble le modèle virtuel, donc le modèle numérique de son ouvrage ou de son bâtiment. Et le dernier point, le dernier objectif qu'on retrouve maintenant de plus en plus, c'est d'initialiser la démarche BIM-GEM. Donc BIM-GEM pour BIM Gestion, Exploitation, Maintenance. Souvent, de plus en plus, les maîtrises d'ouvrage veulent déployer le BIM dans leur opération pour pouvoir maîtriser les coûts de maintenance derrière. Donc, ils demanderont à définir les processus de gestion des maquettes en phase maintenance, même si en qualité de maître d'œuvre, donc ça c'est des actions qui ne concernent pas un maître d'œuvre directement. Mais par contre, en force de proposition et dans les réponses qu'on doit formuler, on doit être force de conseil, donc on doit prescrire des points de vigilance, des points de contrôle et comment la maquette numérique peut être déployée pendant ces phases-là. Même si à l'heure actuelle, c'est des documents qui doivent être rédigés en amont par le maître d'ouvrage, donc pour bien identifier concrètement comment il va déployer la maintenance en s'appuyant sur la démarche BIM. Mais ce qu'on constate, c'est que souvent dans les différents appels d'offres, c'est des notions qui ne sont pas encore matures à 100%. Donc souvent,
un maître d'ouvrage veut suivre la tendance, il a entendu parler que le BIM et la maquette numérique, qui est finalement le livrable associé final, permet de déployer la maintenance. Mais comme je le disais tout à l'heure, on n'en est pas encore là. Mais en qualité de maître d'œuvre, on peut aider un maître d'ouvrage une fois qu'on est notifié du marché, ou même avant, dans la manière de formuler ses réponses, de se dire, voilà comment on peut procéder pour pouvoir piloter potentiellement les actions de maintenance en utilisant la maquette numérique livrée. Il y a des documents clés en la possession des maîtres d'ouvrage qui sont les schémas directeurs, les chartes et guides et les cahiers des charges BIM, sachant que un maître d'ouvrage ne part pas d'une feuille blanche. Il y a ce qu'on appelle le plan du PTNB, plan de transition numérique du bâtiment 2022. Il y a eu les guides de Mediaconstruct auxquels nous avons participé à la rédaction sur les guides d'export, les guides d'utilisation, les guides de convention, on va dire. Mais un maître d'ouvrage, derrière, doit mettre en place, en s'appuyant sur des documents qui existent, à l'heure où on parle, son schéma directeur BIM, ses chartes et guides de production BIM et son cahier des charges ou ses cahiers des charges BIM. Qu'il s'agisse d'une opération neuve, d'une opération en réhabilitation, qu'il s'agisse d'un projet tertiaire, d'un projet ferroviaire, d'un projet hospitalier. Donc tout dépend comment le déploiement du BIM se fait sur telle ou telle opération. Petit focus sur le schéma directeur. C'est un document stratégique qui tient sur 2 à 3 pages. Alors, bien sûr, ce n'est pas le nombre de pages qui détermine la qualité du document, mais dans un schéma directeur, on se focalise sur les axes stratégiques. Voilà les axes stratégiques du déploiement du BIM sur l'opération du maître d'ouvrage. Sur la partie charte et guide, on commence à détailler et à esquisser. OK, on a compris que grâce au schéma directeur, il y avait des usages BIM qui étaient déclinés suivant les objectifs. On doit pouvoir élaborer des maquettes numériques. On doit pouvoir les réclamer aux maîtres d'œuvre dans leurs réponses et dans le pilotage du projet. Comment cette maquette numérique ou comment ces maquettes numériques doivent être structurées en termes de données géométriques et en termes de données alphanumériques. Viendra ensuite une synthèse des 2 documents qui vont permettre de, on va dire, de mettre en place un cahier des charges BIM projet. Donc, le schéma directeur et la charte sont des documents standards et uniques auprès des maîtres d'ouvrage, mais ils sont obligés de personnaliser leur cahier des charges BIM à chaque nouvelle opération. Sauf s'il s'agit des mêmes exigences et des mêmes pratiques et des mêmes attentes BIM d'une opération à une autre. Où là, on peut évoquer un cahier des charges BIM type. Mais par la suite, ce cahier des charges BIM va pouvoir nous aider en qualité de maître d'œuvre à identifier les livrables BIM associés que réclame un maître d'ouvrage. Donc, il est toujours très facile de dire que le BIM sert à la communication, le BIM sert à la revue de projet, le BIM sert à la détection des clashs, le BIM sert à l'analyse du site. Mais OK, ça c'est les objectifs et les usages. Mais concrètement, on livre quoi? Quand on parle de communication, quand on parle de revue de projet, quand on parle d'analyse du site. Donc, les livrables associés, c'est les livrables contractuels qui, dans un monde parfait, j'ai envie de dire, devront être listés précisément dans les cahiers des charges BIM marché. Si ce n'est pas le cas, ça nécessite des allers-retours questions-réponses au moment où on formule sa réponse, donc avec le maître d'ouvrage, pour pouvoir mieux cerner les exigences et les livrables BIM associés. Alors, sur le cycle documentaire, ça c'est un document que le groupe de travail Mind avait mis en place. Donc, on part du principe que l'exploitant formule ses besoins pour le projet. Le maître d'ouvrage met en place sa stratégie BIM à travers la charte et à travers les cahiers des charges BIM. Ensuite, le maître d'œuvre, en réponse au cahier des charges BIM,
mettra en place une convention BIM ou un protocole BIM ou un PAQ BIM. Donc, on verra la différence entre les terminologies parce que souvent, dans certains marchés, on vous demande d'écrire une convention BIM, une notice BIM, un protocole BIM, un PAQ BIM. Alors, le contenu est sensiblement le même. Ce qui change, c'est juste la valeur juridique du document. C'est pour ça que dans les items qu'on abordera par la suite, on préfère parler de PAQ BIM, PAQ pour plan assurance qualité BIM, qui est un document qui a une valeur juridique à ce moment-là. La convention BIM étant un document inter-maître d'œuvre. Normalement, le maître d'ouvrage peut avoir juste un droit de regard, mais ce n'est pas un document qui est visé par le maître d'ouvrage. Par contre, un PAQ BIM, c'est un document visé. Donc, c'est un document visé pour plan assurance qualité. Les entreprises travaux, en réponse, donc ici, il manquera juste une petite pièce ici parce que le maître d'œuvre devra mettre en place un cahier des charges BIM DCE. En complément de ce qu'il a reçu dans le marché, là, il va préparer son cahier des charges BIM DCE à destination des soumissionnaires travaux par la suite. Et l'entreprise devra mettre, ou les entreprises, si on est en lot séparé, devront mettre en place leur plan de mise en œuvre BIM ou PAQ BIM exe. Donc, encore une fois, il y a plusieurs terminologies. Hein. Alors, on parle, ce qui compte, c'est le contenu et c'est la valeur juridique du document. Souvent, quand on télécharge un appel d'offres, quand on télécharge pardon, les pièces à rendre, ce qu'on trouve de plus en plus dans une opération en BIM, le maître d'ouvrage diffuse sa charte BIM, il diffuse son schéma directeur BIM, il diffuse un cahier des charges BIM. Suivant le cas de figure, il peut annexer au cahier des charges BIM. Alors, s'il est utilisateur d'un outil comme Revit, de plus en plus, on constate que certaines maîtrises d'ouvrage fournissent déjà un gabarit de production sur Revit. Donc ça, c'est pour les pros Revit, entre guillemets. Ils mettent en place des grilles d'audit, hein, donc ils déterminent déjà des points de contrôle, ils la mettent à disposition. Et de plus en plus, ce qu'on a constaté, c'est que, en fait, ils mettent en place un tableau de bord des informations des objets BIM. Donc, c'est des gros tableaux de suivi d'objets où ils expliquent maquette par maquette, métier par métier, objet par objet, comment il doit être représenté et quelles sont les informations clés associées aux phases études, aux phases travaux et en phase exploitation, maintenance. Alors, c'est vrai que tout le monde, enfin, tous les maîtrises d'ouvrage ne jouent pas forcément le jeu, mais ce qu'on a constaté les dernières années, c'est que de plus en plus, il y a un vrai travail de structuration pour avoir, on va dire, un DCE le plus complet possible, donc un appel d'offres le plus complet possible. Alors, souvent, on va vous demander sur une trame ou un tableau pour compléter vos références BIM du projet. Donc, les types d'opérations, les montants travaux, les surfaces, est-ce que vous étiez mandataire ou pas, est-ce qu'il y avait de mission de BIM management ou pas. Donc, ça, c'est un cadre contractuel pour remplir ces références. Les derniers mois, on a constaté de plus en plus que les maîtrises d'ouvrage veulent plus de convention ou veulent plus forcément de PAQ. Ils demandent une notice BIM. Et dans la notice BIM, ils proposent leur trame, leur propre trame dans cette notice. Et dans la notice BIM, c'est un document assez synthétique, assez sommaire, qui va juste décrire les moyens humains et matériels qui seront déployés pour assurer le projet. Donc, avec ces documents-là, ces documents sont complétés souvent par des BPU, hein, pour les bordereaux de prix unitaires, pour les prestations liées en BIM. Donc, souvent, vous devez chiffrer. Alors, idem, hein, donc, d'un appel d'offres à un autre, les BPU peuvent être soit sommaires, soit hyper détaillés. Soit vous retrouvez avec une ligne où c'est écrit BIM en phase étude et vous devez mettre un chiffre en face, soit BIM en phase étude et derrière, vous avez la manière d'agréger les maquettes, la manière de produire les maquettes, une ligne pour les réunions de revue de projet,
une ligne pour l'interopérabilité des données, une ligne pour la structuration des données. Et donc derrière, suivant les cas de figure, le BPU peut être soit forfaitaire d'une manière générique, soit forfaitaire, on va dire, par des prestations plus précises. Alors, bien sûr, ajouter à ça, on ne l'a pas évoqué ici, mais on a les documents classiques marché, hein, donc les DC1, DC2, DC4, l'attestation de vigilance, l'attestation des moyens, les CABIS. Donc ça, on les a exclus, hein, donc là, on s'est focalisé juste sur les documents marché. À partir du moment où on a récupéré un appel d'offres, où on a téléchargé toutes les pièces demandées, on commence à analyser les différents documents marchés pour pouvoir préparer ses réponses à appel d'offres. Donc, en amont, on doit pouvoir vérifier ses compétences BIM en interne. Donc, il y a quelques axes d'analyse pour pouvoir mettre en perspective les performances et les investissements établis pour chaque acteur. On les a scindés en 3 gros volets, on va dire. On a un volet stratégique, on a un volet lié à la compétence et on a un volet lié à l'expérience. Sur la partie stratégique, on doit juste vérifier en interne, est-ce qu'on sait maîtriser les différents objectifs BIM et les usages associés. Donc, est-ce qu'on a compris que le BIM, ce n'est pas juste un logiciel, ce n'est pas juste une maquette numérique, et ça nécessite un déploiement beaucoup plus complexe qu'on le croit. Est-ce qu'on a déjà formalisé les processus de production et de coordination? Donc, en qualité de maître d'œuvre, est-ce qu'on a ses propres chartes, ses propres templates, ses propres règles d'archivage, règles de structuration? Donc, suivant un maître d'œuvre à un autre, les processus peuvent être formalisés ou pas. Sur la partie R&D, est-ce que il y a une recherche et développement sur la dimension BIM et sur les évolutions technologiques? Et est-ce qu'il y a des formations du personnel qui est prévu sur le plan des développements des compétences? De la même manière, est-ce qu'on a déjà contractualisé les missions BIM? Concrètement, est-ce qu'on a un contrat type sur le volet juridique? Donc, est-ce qu'on a un contrat type qui permet d'identifier les différentes missions pour pouvoir se protéger juridiquement? Donc ça, c'est sur le volet stratégique. C'est des questions auxquelles il y a un checklist, hein. Alors, c'est beaucoup plus complexe que cela, hein, mais sur le volet stratégique, c'est est-ce que je maîtrise les objectifs et les usages? Est-ce que j'ai déjà formalisé les processus, les pratiques? Est-ce que j'ai déjà contractualisé les missions BIM? Sur le volet expérience, quelles sont les opérations BIM réalisées en France et à l'international? Donc, il faut savoir les lister. Et en interne, il faut préparer ces listes de référence. Comme ça, vu que c'est des éléments qui sont demandés à chaque fois et à chaque appel d'offres intégrant la dimension BIM, en fait, il faut juste lister les différentes opérations BIM réalisées en France. Alors, bien sûr, en mandataire, en groupement, en co-traitance ou en sous-traitance. Donc, tout type de référence et expérience est le bienvenu. Pardon. Sur la partie expérience, la cartographie des outils. Est-ce que en interne, on a su identifier quels étaient les outils de production, les outils de management et les outils de coordination en interne? Avec les licences déployées, avec les formations déployées et avec les versionning, donc les versions identifiées. Aujourd'hui, dans ces réponses à un appel d'offres, de plus en plus, dans les notices BIM, on a un volet dédié à la cartographie d'outils. Et dans la cartographie d'outils, un maître d'ouvrage appréciera fortement le fait de déployer une cartographie d'outils par usage, par métier et par discipline. Derrière. En termes d'expérience, est-ce qu'il y a eu déjà des pratiques collaboratives du BIM en interne et en externe?
Donc, est-ce qu'il y a eu des opérations où il y a eu, comme je le disais juste à l'instant, un groupement où il y avait plusieurs acteurs? Est-ce qu'il y avait de la co-traitance ou de la sous-traitance? Si c'était le cas, comment la donnée BIM, entre guillemets, s'est changée entre les différents acteurs? Est-ce qu'en interne, on dispose d'un ECD? ECD étant environnement commun de données. Donc, est-ce qu'on a un cloud pour échanger? Est-ce qu'on a un serveur local pour échanger? Est-ce qu'on échange par WeTransfer, par exemple? Est-ce qu'on échange par une PBC pour plateforme BIM collaborative? Donc, il faut juste se poser la question. On ne peut pas faire du BIM. En fait, si, on peut le faire, mais c'est juste que la pratique ne sera pas assimilée à 100%. On fait des projets, des opérations en BIM et on échange la donnée par WeTransfer, par exemple. Ça arrive souvent, hein. Donc, on l'a tous fait à un moment ou à un autre. Au sein d'une maîtrise d'œuvre, bah, OK, j'échange ma maquette, j'échange des données par WeTransfer. En termes de fiabilité de la donnée, ce n'est pas ce qu'il y a le plus sûr et le plus sécurisé. Donc, du coup, identifier d'une manière précise, en interne, quel est le CD ou les ECD qui sont déployés. Le troisième axe d'analyse, c'est la compétence. Donc, au sein des collaborateurs, est-ce qu'il y a des titres et des certifications BIM dédiés et associés? Suivant sur certaines opérations, on demande de plus en plus des certifications ou des diplômes BIM associés, même si à l'heure où on parle, sur le répertoire des métiers, sur le RNCP, vous avez le titre BIM coordinateur et BIM manager. Donc, si vous avez une ressource et si vous êtes un collaborateur qui a déjà suivi ce parcours-là, vous aurez la certification et le titre dédié. On peut avoir des certifications éditeurs, logiciels. Donc, ça peut rentrer dans la démarche de gestion de compétences. On peut avoir un diplôme associé, un master spécialisé. Donc, en fait, même si, je le dis, le titre ne fait pas et la certification ne reflète pas forcément la qualité de travail. Ce n'est pas parce qu'on a un diplôme en master spécialisé en BIM ou un titre spécifique que derrière, l'opération, elle est menée efficacement. Mais de plus en plus, ce qu'on constate, c'est que ça maximise, on va dire, les chances de remporter le marché en ayant un titre et une certification BIM associée. En interne, en qualité de maître d'œuvre, est-ce qu'il y a des plans de développement des compétences qui a été mis en place? Donc, en gros, est-ce qu'il y a une évolution possible sur les différents comment dirais-je, fonctions et postes? Est-ce qu'un collaborateur qui est dessinateur peut évoluer en coordinateur et peut évoluer en manager BIM ou BIM manager? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le plan de développement des compétences suivant la carrière et les formations qui suivront. Dans le volet compétences, en interne, il faut bien identifier le BIM par phase. Les ressources qu'on peut affecter à un projet en BIM en phase d'étude ne sont pas forcément les mêmes en phase travaux et ne seront pas forcément les mêmes en phase exploitation-maintenance. Alors, ça peut être la même ressource ou les mêmes ressources, mais par principe et par expérience, chez un certain nombre de maîtres d'œuvre, il y a des profils qui font que les études, d'autres qui feront que les travaux. Dans les phases d'études, il y a des profils qui assureront que les phases APS, APD, par exemple. Donc, idem, ça c'est à la fois lié à la compétence et à la fois lié aux axes stratégiques. Donc, ça c'est du management en interne qu'on peut évoquer. Les méthodes de gestion de projet en BIM, en fait, c'est des méthodes de gestion classiques hein, de projet additionnées à la dimension BIM. En fait, est-ce qu'on maîtrise les concepts, par exemple, du lean management? Est-ce qu'on maîtrise les méthodes Kanban? Est-ce qu'on maîtrise tout ce qui est recherche et excellence opérationnelle? Est-ce qu'on maîtrise tout ce qui est diagramme de Gantt pour les suivis des tâches, par exemple? Donc, tous ces standards-là qui existent dans la gestion de projet classique, comment et est-ce qu'on l'a déjà associé à une démarche BIM? Donc ça, c'était sur le volet compétences. Donc, une fois la vérification de sa stratégie BIM, de ses expériences BIM et de ses compétences BIM, on commence à préparer l'élaboration de la notice et du PAQ BIM. Donc, dans la notice, c'est
le PAQ BIM, PAQ pour plan assurance qualité, on va retrouver plusieurs items clés. Dans les deux documents, on va pouvoir mettre en place des schémas d'organisation des équipes. Donc, comment les échanges des données vont se faire. On mettra en place les rôles et responsabilités de chacun, avec des matrices RACI de responsabilité. Qui fait quoi à telle ou telle phase, pour tel ou tel type de livrable. Le management du projet. Comment les ECD sont gérés et comment les revues de projet seront organisées. Alors bien sûr, hein, là, on a cité les items clés. On peut développer d'autres items supplémentaires. Mais ça, c'est ce qu'on va retrouver systématiquement en sommaire dans sa notice BIM et son PAQ BIM, donc plan assurance qualité. En ayant identifié les acteurs du projet, il faut bien distinguer la direction technique du projet des directions, on va dire, BIM du projet, du BIM manager, du data manager. En fait, le BIM manager, à l'heure où on parle, il est le garant de la conformité de la maquette numérique. Il n'est pas forcément le garant de la conformité technique du projet. Alors, dans la plupart des cas, encore une fois, souvent ça peut être la même personne, le directeur BIM ou le chef de projet et le BIM manager. Mais ce qu'on constate, en tout cas en France et sur les opérations menées en France, c'est que le BIM manager, le data manager, le BIM coordinateur, le coordinateur études, le référent, le contributeur BIM, donc bien sûr, ces titres-là et ces fonctions-là vont dépendre de l'ampleur du projet et de la taille du projet et la complexité du projet. Tous ces acteurs-là travaillent étroitement avec la direction technique du projet. Et donc, il faut bien faire le distinguo, ce que fait qu'un directeur technique du projet de ce que fait qu'un BIM manager. Et souvent, ce qu'on constate, c'est que souvent, quand il y a des couacs techniques sur le projet, ce n'est pas parce que la maquette a été mal faite, hein, ou ce n'est pas parce que le BIM manager n'a pas fait ses audits convenablement. C'est peut-être qu'il n'y a pas eu des prises de décision stratégiques assez en amont, sur tel ou tel système constructif, par exemple, ainsi de suite. Mais en tout cas, dans sa notice et son PAQ BIM, on est obligé d'identifier les acteurs du projet. Sur le volet management du projet, qu'on va devoir développer dans son PAQ, là, on va détailler comment les échanges BIM se feront avec le maître d'ouvrage. Est-ce qu'il y aura des réunions clés? Est-ce qu'il y aura de la visio? Est-ce qu'on échange exclusivement par courrier, par lettre, par mail? Enfin, peu importe. Mais en tout cas, il faut bien identifier comment, en qualité de maître d'œuvre, on va pouvoir échanger avec le maître d'ouvrage. Comment on rédige son PAQ BIM? Donc, les contenus du PAQ. Si une convention BIM est demandée, et si uniquement si, hein, donc elle n'est pas forcément demandée à chaque fois, comment on la met à jour par la suite? Souvent, sur une production, on met en place ce qu'on appelle un modèle de référence. Un modèle de référence qui est une maquette partagée à tout le monde, donc à tous les contributeurs et à toutes les équipes des maîtrises d'œuvre. Donc, comment on mettra à jour? Lorsqu'on a des processus de pré-synthèse et de synthèse, on doit savoir rédiger un guide de synthèse, comment on peut organiser sa pré-synthèse et sa synthèse en BIM, du coup. Et sur l'aspect managérial aussi, comment on peut suivre les objectifs et les cas d'usage BIM qui ont été associés. Donc ça, c'est juste des points de contrôle, des checklists à faire, des listes pour mieux structurer son management du projet. Sur la partie ECD, alors soit le maître d'ouvrage met en place sa propre solution d'échange, soit en qualité de maître d'œuvre, on doit être force de proposition et proposer une solution d'échange documentaire. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être un drive, ça peut être un serveur interne et externe, et de plus en plus dans les pratiques BIM, on parle de PBC. Donc PBC pour plateforme BIM collaboratif. Du coup, à partir du moment où on propose une solution, comment on gère les droits d'accès? On doit former les utilisateurs du projet. Et on doit savoir comment et à quel moment on dépose et on suit les livrables associés. Et la gestion des workflows, s'il y a des workflows de validation à travers le CD.
Sur les revues de projet, dans son PAQ BIM, on doit pouvoir proposer des jalons et un planning de revue de projet avec des thématiques préétablies, comment on doit gérer les interfaces, comment détecter ensuite les conflits et comment on anime et on participe aux réunions. Donc souvent, le grand atout de la démarche BIM, c'est que à une réunion de revue de projet, il faut plus présenter avec un assemblage de jeux de plans imprimés. Idéalement, il faut venir avec un assemblage de maquettes, une agrégation de maquettes. Les plans vont être tirés et imprimés justement pour valider ou pour ajouter des remarques. Mais à partir du moment où on est sur cette démarche BIM, le fait d'organiser ces revues de projet en s'appuyant sur les maquettes numériques permet d'accélérer le circuit de prise de décision. Et donc, par rapport à ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant, pardon, donc si je fais une petite synthèse rapide, évaluer les exigences BIM du maître d'ouvrage, ça sous-entend qu'on doit identifier les objectifs BIM, les usages BIM métiers et les livrables associés de ce que veut le maître d'ouvrage, comme attendu lié au BIM. Sur les documents clés contractuels, on a le schéma directeur, on a la charte BIM et on a le cahier des charges BIM DCE, projet. En qualité de maître d'œuvre, on doit pouvoir vérifier la compétence, la stratégie et l'expérience sur le volet BIM. Pour pouvoir préparer ces réponses donc à travers une notice ou un PAQ, ou les deux dans certains cas, on doit pouvoir structurer tout le volet management du projet, tout le volet gestion et échange de données et tout le volet revue de projet. Donc, on termine notre webinaire avec quelques recommandations. Donc, c'est des recommandations clés. Aujourd'hui, même si on n'a pas encore répondu à un appel d'offres en BIM ou un projet ou une opération qui inclut une dimension BIM, ça passe toujours par la fiabilisation de la formation et la certification. Aujourd'hui, tout le monde monte en compétences. On ne pourra pas structurer convenablement ses réponses sur une opération en BIM si on n'est pas un minimum formé. Il faut avoir une approche contractuelle des pratiques BIM. Donc aujourd'hui, ça se traduit comment? Ça se traduit, OK, on sait maintenant ce que c'est que le BIM, on sait ce que les maîtres d'ouvrage veulent faire potentiellement du BIM, mais concrètement, je dois livrer quoi comme maître d'œuvre, en qualité de maître d'œuvre, pardon. Est-ce que je livre des maquettes? Est-ce que je livre des maquettes, des documents écrits? Est-ce que je livre des documents écrits, des films d'animation, des images de synthèse? Est-ce que je livre des tableaux d'extraction de données? En fait, est-ce que je livre, on va dire, des processus déployés, donc une cartographie de processus déployés. Donc tout ça, ça vous permet de vous protéger contractuellement en qualité de maître d'œuvre pour mieux savoir quels sont les livrables associés. Avoir une vision globale du BIM avec des actions précises. Aujourd'hui, en interne, il faut préparer ce qu'on appelle une matrice de responsabilité et d'action. Pour chaque phase, pour chaque type d'action BIM liée, concrètement, qui l'a fait, qui la vérifie, qui la contrôle. Et mesurer surtout l'impact économique et le ROI, donc le retour sur investissement. Aujourd'hui, même si à l'heure où on parle, les infrastructures informatiques, logicielles, en termes de coûts, ont vachement baissé comparé à une quinzaine d'années, mais ça reste un coût supplémentaire au sein d'une structure de maîtrise d'œuvre lorsqu'on déploie le BIM en interne et lorsqu'on s'apprête à répondre à une opération de BIM en interne. Il faut juste savoir mesurer l'impact économique et le ROI du projet. Et donc, ceci clôture, en tout cas, notre présentation. Je laisserai la parole à Sabrina pour présenter rapidement notre société. Donc, merci à vous, en tout cas. Sabrina, toi? Oui, merci Riyad. Je vous remercie. Est-ce que tu peux juste couper ton micro, s'il te plaît, Riyad? Oui. J'ai un écho. Je te remercie. Le micro, pas la presse, Riyad.
Bref, juste pour faire un point rapidement sur qui on est, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une société qui a été créée en 1990 par un architecte. L'idée, c'était d'aider les architectes et ingénieurs à passer à la CAO-DAO. Et puis ensuite, on est très vite arrivé vers la formation des outils et des logiciels pour le travail collaboratif. Ça, c'est sur la partie formation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on aide aussi les MOE et les MOA sur tout ce qui est côté conseil d'ACTH. En l'occurrence, là, on a parlé aujourd'hui de la réponse aux appels d'offres. On va aider les MOA pour la rédaction, par exemple, pour la rédaction d'un cahier des charges en BIM. On a fait ça à plusieurs reprises et c'est vrai que c'est pour ça qu'on connaît assez bien ce sujet. Pour tout ce qui est MOE, on va plutôt ou soit on va être contacté par un client qui sera mandataire d'un appel d'offres et puis on va les accompagner sur la partie BIM management. Donc on va souvent rédiger la notice dont tout à l'heure Riyad vous parlait, la notice BIM ou la préconvention BIM qu'on va rédiger. On va aussi les accompagner sur le choix de la maquette, par exemple, qu'ils vont présenter lors d'un appel d'offres. Donc voilà, on est sur les deux côtés, on fait de la formation, on fait aussi du conseil. Pour la partie appel d'offres, si vous avez des questions particulières, vous n'hésitez surtout pas, ou soit là pendant le chat, à nous écrire des questions, ou de toute façon, vous avez nos adresses mail hein, qui vous ont été communiquées, vous n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, et puis sur la partie webinaire, il sera, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il est enregistré et puis il sera rediffusé et on le mettra sur YouTube comme la dernière fois pour ceux qui étaient déjà inscrits. Et puis on vous enverra un petit mail demain avec le lien vers le replay. Si jamais vous avez des questions sur les documents que Riyad vous a présentés aussi, vous n'hésitez pas à nous écrire un petit message et puis on y répondra avec plaisir. Et merci encore pour toutes les personnes qui ont suivi le webinaire. On espère à bientôt pour le prochain. On se reverra vers la rentrée. Voilà. Parfait, merci. Donc, s'il n'y a pas de questions, merci à toutes et à tous d'avoir suivi notre webinaire. Bon, pas de questions. Bah, merci à tous alors. On a les merci de tout le monde. Passez tous une bonne journée.